Voilà, alors on parle de système support vie, de quoi s'agit-il? Alors les humains, comme n'importe quel organisme vivant, il a un métabolisme, donc ils ont besoin de se nourrir. Ils ont besoin aussi, c'est en tout cas le cas des mammifères, d'oxygène. Ils ont évidemment besoin d'eau. Donc en gros, tout ce qui permet d'assurer les fonctions vitales d'un organisme, ça va être ce qu'on appelle un système de support vie. Et donc pour les humains, ça implique de l'eau, de l'air régénéré, donc avec de l'oxygène, et puis naturellement de la nourriture. Et pourquoi c'est intéressant quand on parle d'espace? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que les missions habitées de longue durée sont fondamentalement très différentes des missions habitées qui ont lieu jusqu'à aujourd'hui. Les missions habitées, c'est-à-dire avec des humains jusqu'à aujourd'hui, soit elles sont courtes, c'est-à-dire elles peuvent durer 2-3 semaines maximum, soit elles sont suffisamment proches pour qu'on puisse les réapprovisionner. C'est exactement ce qui se passe avec la station spatiale. Maintenant, si on commence à réfléchir à des missions spatiales de beaucoup plus longue durée et surtout qui vont beaucoup plus loin, à la fois pour des raisons logistiques et évidemment de coût, il est strictement impossible de les réapprovisionner régulièrement. Donc il faut imaginer un autre système où on n'a pas simplement un système de réapprovisionnement. Donc ça suppose que tout ce système de support vie repose, comme sur Terre du reste, sur des systèmes de recyclage extrêmement performants. Quels sont les défis? Alors, il y a des défis de nature à la fois scientifique et technologique. Déjà, scientifique, il faut comprendre beaucoup plus que ce que l'on peut faire aujourd'hui en détail le fonctionnement de ces systèmes dits cycliques, parce qu'en réalité, c'est très compliqué de faire des vrais systèmes cycliques. Si on veut éviter qu'il y ait un empoisonnement progressif, par exemple, par le métabolisme de l'équipage qui génère certaines toxines qui pourraient s'accumuler dans des boucles de recyclage. Donc il y a tout un aspect vraiment de science fondamentale, de compréhension de la dynamique des cycles, des relations entre les différents cycles, cycle du carbone, cycle de l'oxygène, cycle de l'azote. Comment est-ce que tous ces cycles interfèrent entre eux ou arrivent en tout cas à produire un système qui soit stable dans le temps. On ne parle pas juste d'un recyclage une fois, on parle d'un recyclage systématique, rapide, pendant éventuellement des années. Donc il y a des défis de type d'abord scientifique et ensuite évidemment les défis de type technologique. Mais il y a une leçon intéressante qui découle de l'état des réflexions aujourd'hui sur ces systèmes de support vie, c'est que finalement, même dans le spatial qui incarne un peu ce qu'on arrive à faire de mieux en technologie, on n'arrive pas à faire mieux que ce qu'a fait la biosphère. Et donc, finalement, on est obligé, modestement, de retourner vers les systèmes naturels, c'est-à-dire essentiellement, comme sur Terre, les systèmes pilotés par des bactéries, pour arriver à faire ces systèmes de support vie cycliques, même dans l'espace. Alors quel intérêt justement pour la Terre peut-être de développer ces systèmes pour l'espace? Alors, à part l'espace, il y a un intérêt de plus en plus urgent pour la Terre, puisque la situation sur la Terre étant ce qu'elle est, je parle de la situation naturellement des contraintes sur l'environnement, et on sait bien qu'une des choses qu'on doit vraiment faire urgemment sur Terre, c'est optimiser les flux de matière et d'énergie liés aux activités humaines, pour qu'ils interfèrent moins avec les flux de matière et d'énergie des écosystèmes. Et donc ça, précisément, ça suppose aussi par une amélioration des systèmes de support vie liés aux activités économiques pour qu'ils aient moins d'impact négatif sur la biosphère. Donc il y a un lien direct entre la recherche sur les systèmes de support vie et la recherche sur la durabilité en général. Les applications directes. Les applications, absolument. Donc on parle aujourd'hui beaucoup d'économie circulaire, mais au-delà de la belle métaphore, voire de l'idéologie, comment on fait vraiment de l'économie qui serait quasiment cyclique? Bien pour ça, il faut avoir des modèles, il faut avoir des compréhensions, les flux, les stocks, la dynamique. Et tout ça, typiquement, c'est exactement le genre de choses qu'on peut étudier et mettre au point quand on met au point des systèmes de support vie pour le spatial comme pour le terrestre. Alors tout le monde parle de retourner sur Mars, plutôt de retourner sur la Lune, d'aller sur Mars. Est-ce que c'est une priorité? Est-ce qu'elle est prise à sa juste mesure par les agences spatiales ou pas encore? Alors les avis en fait sont assez partagés dans les milieux spatiaux eux-mêmes, puisqu'il y a en gros deux grandes écoles. Il y a les gens qui disent mais en fait le mieux c'est de faire tout uniquement par des robots ou par des sondes automatisées pilotées depuis la Terre. Et d'autres qui disent non, on a quand même envie d'y envoyer des humains. Donc les deux écoles s'affrontent. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire que les missions habitées soient vraiment la priorité. En termes de programme, on voit que ce qui reste encore maintenant dominant aujourd'hui, c'est justement les missions robotisées ou avec des systèmes automatiques. Mais on voit bien qu'il y a quand même une continuité dans le désir d'envoyer tôt ou tard des humains. Et donc justement, développer ces systèmes de support vie non plus, n'est pas une priorité alors? Alors du point de vue des agences spatiales, notamment dans la mesure où les partisans des systèmes automatisés ont encore un rôle, on pourrait dire probablement dominant, non, de leur point de vue,
les systèmes de support vie sont quelque chose d'indispensable, mais c'est vraiment du long terme. Ce n'est pas une priorité. Si maintenant on regarde du point de vue des intérêts terrestres, c'est au contraire une priorité absolue.